Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférents. Aujourd'hui, j'ai appelé Éric Hacopian. Il vit à Marseille. Cet ancien chasseur alpin dans l'armée a décidé de s'engager pour la préservation du massif des Calanques, un joyau de la nature dont l'équilibre est menacé par la pollution. Dans cet épisode, nous parlons de la mobilisation citoyenne qu'il a amorcée avec son association Clean My Calanques. On aborde le péril du dérèglement climatique et surtout les solutions qui existent et qui sont au cœur de ces actions de sensibilisation dans les écoles à Marseille. À la fin de l'émission, il répond à ma question bonus et me parle d'une de ces voix qu'il nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon Icard, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Éric Hacopian, bonjour, merci d'être l'invité de ces voix qu'il faut entendre. J'ai voulu vous appeler parce que vous avez décidé de prendre les choses en main, d'organiser des ramassages de déchets à Marseille, d'agir concrètement. Vous appelez ça la dépollution citoyenne. Expliquez-moi. Alors, effectivement, merci déjà pour l'invitation, c'est avec plaisir. Pour une fois que je peux avoir plus de 5 minutes pour exprimer sur le sujet, parce que c'est un sujet assez compliqué et que c'est vrai que souvent dans pas mal de médias, le temps est limité. Donc là, ça me fait plaisir de pouvoir un peu plus en parler. L'idée, en fait, c'était après un constat alarmant du fait de voir toute cette pollution dans les Calanques, c'était de mettre en place des dépollutions de déchets. Donc au début dans les Calanques, et après on s'est un peu déporté, c'est-à-dire sur les plages, à Marseille, etc., pour endiguer le problème à la racine. Donc vraiment, c'était ça le but, c'était la dépollution de déchets. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord, et il y a le côté citoyen dans le sens où vous faites pas ça tout seul, et ça a quelque chose qui a pris de l'ampleur. On va y revenir. Expliquez-moi d'abord comment vous avez eu l'idée de créer l'association Clean My Calanques. Alors Clean My Calanques, en fait, c'est l'association, j'y avais pensé, parce qu'en fait, avant j'étais à l'armée, et quand je venais sur Marseille pour continuer les entraînements, le mieux c'était pour aller dans les Calanques. Donc j'allais encore plus souvent que d'habitude dans les Calanques, bien que en étant Marseillais, on y va très souvent. Mais là, j'étais vraiment dans tous les recoins parce que je cherchais des nouveaux endroits pour courir, etc. Et en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y avait du plastique partout, que ça soit dans les zones protégées, dans les zones peu touristiques, dans les zones touristiques, en bord de mer, dans les grottes, partout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est dommage, tu as beaucoup d'énergie, à l'époque, tu avais à peine 20 ans, etc. Ça serait bien de faire quelque chose. Donc j'en parle à ma mère et l'idée m'est venue, c'était d'appeler des potes à moi et de leur dire, les gars, on part sur une rando très classique avec l'apéro, la promenade, la musique, le pique-nique, mais juste sur le chemin, on ramasse des déchets avec un gant et des sacs. Et c'est parti, c'est commencé comme ça, et maintenant, on a commencé entre potes. La première sortie, on était 7, et voilà. D'accord, donc c'était pas forcément une association, c'était un constat personnel, mais aussi une volonté d'en faire quelque chose quand même, je pense, à vous entendre. C'est un engagement. Très vite, en fait, à la base, c'était juste une page Facebook, parce que sur Facebook, c'était simple avec les événements pour créer, pour regrouper des infos et tout. Et en fait, petit à petit, on l'a fait 3, 4, 5 fois entre potes. Donc, c'était toujours une petite dizaine, quinzaine. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de demandes, c'est-à-dire beaucoup de gens extérieurs qui disaient c'est où, comment on peut rejoindre, etc. Et surtout qu'il y avait, en fait, on commençait à voir quel était le vrai problème et quel était le moyen pour sensibiliser au mieux. Parce qu'on était jeunes, on avait plein d'idées pour justement faire parler du combat et de la lutte d'une meilleure façon, d'une façon un peu plus ludique, légère, etc. Et en fait, très vite, on a commencé à faire justement sur les réseaux sociaux des parodies, des reprises de rap de façon écolo, des sorties à thème, des sorties sympas avec de la musique, des cadeaux à gagner, de bonne ambiance. On faisait du sport avant, on s'amusait. Et en fait, ça c'est toujours resté entre potes, c'est-à-dire cette bande de potes qui m'aide à tout organiser, mais de plus en plus des gens lambda marseillais ou autres qui venaient et ça grossissait 50, 60, 100, 200, 300, 500. Là, vous réunissez combien de gens dans tout votre écosystème quelque part, entre les réseaux sociaux, les ramassages? Sur les réseaux sociaux, on est
30 000, 40 000, je crois, mais à chaque ramassage, on est minimum 150. C'est excellent parce que du coup, on peut des fois atteindre les 500. Donc, on a fait un record en octobre dernier lors des inondations où on a atteint les 550 personnes. Et sinon, voilà, c'est selon les événements. Les gros événements, on tourne à 300, 400. Et sinon, voilà, on est minimum 100, 150. Et ça permet vraiment de dépolluer une zone très large et surtout pas crever les gens parce que si on est 20 à faire la Vieille Chapelle ou une calanque, on est mort. Pour ceux qui ne sont pas marseillais, Vieille Chapelle, expliquez-nous un peu, décrivez-nous les lieux. La Vieille Chapelle, c'est une grande plage qui longe le littoral et qui en fait est assez touristique. Donc là, on trouve beaucoup de déchets. C'est à l'entrée des calanques. Donc comme je disais, des fois, on fait aussi sur les plages le long du littoral. Alors justement, racontez-moi, décrivez-moi comment se passe une journée de ramassage, comment ça s'organise. J'ai l'impression que c'est à la fois simple et joyeux. C'est simple et joyeux, mais il y a beaucoup de préparation derrière. C'est ça que justement, on passe des heures de préparation parce que c'est un événement en fait. C'est vraiment un événement qu'on fait. Donc en fait, d'un point de vue horaire, s'il fait chaud, on fait ça le soir, sinon on fait ça le midi. On donne rendez-vous aux gens à midi. Comme on s'est rendu compte très vite qu'à Marseille, il y avait beaucoup de retardataires, en fait, à midi, on a donné une plage horaire de 30 minutes où les gens arrivent. Donc, de midi à midi 30, les gens mangent ou les gens font des activités avec nous. Donc, on propose des cours de yoga, des cours de crossfit, des cours de sport léger, etc. pour se mettre en jambes avec de la musique. Donc là, c'est pour attendre les retardataires parce qu'à Marseille, il y a toujours une demi-heure de retard. Une fois que tout le monde est arrivé, que les retardataires sont arrivés, on commence à midi 30. On fait un petit speech pour expliquer, pour donner en place les consignes. On distribue les gants, les sacs, les pinces. On lance le ramassage. Ça dure 1h30. Les gens viennent et en fait, on a 2, 3 grandes bâches et ils jettent tous leurs déchets dessus et là, on trie devant eux. Comme ça, les gens se rendent compte de la quantité de déchets. Quand c'est dans des sacs, on voit pas bien. Donc nous, on veut vraiment que les gens se rendent compte de la merde que c'est. Donc vraiment, il y a la montagne de déchets et on commence à trier. Comme ça, les enfants y voient l'enjeu du tri, l'importance du tri, etc. Et une fois que c'est fini, on fait, en fait, on a aussi une petite chasse aux déchets insolites, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en bonus, on a des cadeaux à gagner, des cadeaux écolos ou très souvent de nos partenaires. Et ceux qui trouvent les déchets les plus fous, les plus originaux, les plus lugubres, tout ça, ils gagnent des cadeaux qu'on juge tous à la fin. Donc là, c'est assez marrant, on lève la main, moi j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ci, on a déjà trouvé des pierres tombales, des crânes, des livres bizarres, des armes, des ballons assez spéciaux, enfin, on trouve de tout. Et une fois que c'est fini, on fait une belle photo, on mange tous ensemble, et voilà, quoi, ça fait toujours un bon moment. Ça dure en tout 3 heures, entre guillemets. Donc, c'est assez court, c'est assez long, mais c'est beaucoup de préparation parce que derrière nous, il y a toute la partie logistique, la musique et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Comment êtes-vous organisé? Vous êtes une équipe 100% bénévole? Ouais, c'est tous des bénévoles. En fait, c'est une bande de potes, donc c'est tous mes potes qui sont autour. Et en fait, donc, il y a le noyau, on est 2, 3, 4 à vraiment gérer de façon couteau suisse. C'est-à-dire, on est tous en train de gérer à droite à gauche l'organisation, etc. Mais sinon, chacun de mes potes a son talent, son taf à côté, et il dit, bah, écoute, moi, j'ai du temps libre, je suis fort en compta, je vais t'aider niveau compta, moi, je suis fort sur les réseaux sociaux, moi, niveau com, moi, niveau relations presse, moi, je fais DJ, je peux t'animer ton événement pendant 3 heures, etc., etc. Et vraiment, c'est bien parce qu'il y a vraiment une osmose qui s'est mise en place, et c'est super pratique parce que c'est bonne ambiance, les gens le sentent quand il y a que des sourires, bonne ambiance, c'est une bande de potes qui organise ça, et bah du coup, sauf que au bout de 5 ans, c'est vrai que le bénévolat, ça commence à bien faire parce que ça prend de l'ampleur. Et nous, ça nous prend des journées entières et on est en train d'essayer de voir pour nos salariés parce que c'est un vrai boulot maintenant. Ça nous prend tous nos jours et on n'a plus le temps de bosser à côté. Tout à l'heure, vous évoquiez un petit peu les insolites que vous ramassiez, mais l'essentiel des déchets, de quoi sont-ils composés? On peut penser au plastique. Alors, en niveau de nombre, ça va être les mégots, c'est ce qu'on trouve le plus en quantité, puisqu'il y en a des milliers. Pour info, il y a 8 millions de mégots qui sont jetés tous les jours en France. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve tout le temps. Et sinon, niveau quantité, c'est plastique, déchets ménagers, les canettes, des bouteilles de verre, les Capri-Sun, les emballages plastiques, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a le plus. Et après, on a ce qui est très lourd, c'est-à-dire les encombrants, ceux qui prennent les calanques pour une déchetterie, donc des frigos, des tables, des niches, des micro-ondes, des chariots. Donc vraiment, il y a de tout. Alors, En plus des déchets insolites, mais voilà. Pour qu'on comprenne bien, parce que ça paraît choquant à entendre comme ça, quand vous dites vous retrouvez des frigos dans les calanques, mais c'est où en fait? C'est au bord des chemins? C'est dans l'eau? Ça dépend, il y en a dans l'eau et il y en a qui sont un peu cachés dès que le soir ils peuvent aller sur une petite route déserte
mettre tous leurs gravats, tous leurs encombrants, les frigos, les tables, les lits et tout, ils le font. Donc pendant le confinement, il y a eu encore plus, parce que comme les déchetteries étaient fermées, là vraiment, on a retrouvé des choses improbables. Mais sinon, oui, c'est ça, c'est de l'abandon volontaire, parce que des fois, c'est le vent qui amène dans les calanques, des fois, c'est les poubelles qui débordent. Mais les déchetteries sauvages, c'est volontaire, c'est ils viennent en secret la nuit, et ils renversent tout dans les calanques, des pneus, des sacs, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Et votre première réaction quand vous voyez des frigos, quand vous voyez tous ces déchets, c'est un sentiment de révolte, c'est quoi en fait? Ben, en fait, bizarrement, maintenant, on est obligé de prendre du recul parce que sinon, on tient plus le coup. Sinon, le cœur, il fait, on s'en sort tout le temps et on s'en sort plus. Vraiment, on prend du recul et on essaie de pas y penser parce qu'on retrouve tellement des trucs souvent. Et c'est là où je veux en venir justement, c'est que on fait les mêmes endroits très souvent et c'est toujours aussi sale. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué, c'est que la sensibilisation, c'est la clé parce que les ramassages, c'est la première étape. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ne plus avoir à ramasser. Donc, on sensibilise parce que nous, c'est fatigant. Pour exemple, qui est très choquant, la calanque de Calelongue, que les Marseillais connaissent bien, mais c'est une calanque magnifique, mais très facile d'accès. On est allé en 5 ans 14 fois à la calanque de Calelongue. Et pourtant, on en trouve toujours autant. Donc, c'est là où c'est fatigant, c'est qu'on est obligé de prendre du recul, sinon on abandonne. Donc, quand on voit ces horreurs, on en rigole, on essaie de dire, ah, c'est un déchet insolite, ah, encore. Mais vraiment, quand on y pense, on se dit, mais c'est un truc de fou. Quand on revoit toutes les images de ce qu'on a ramassé, on se dit, c'est impossible, on marche sur la tête. Et pourtant, vous baissez pas les bras. C'est dur, mais on baisse pas les bras. Et pourquoi? Parce que les Marseillais nous montrent énormément de soutien. C'est vraiment un point, j'insiste dessus, sur les réseaux sociaux ou à Marseille ou en vrai ou en live quand on nous voit, parce que les Marseillais, Marseille c'est un grand village, ils nous, vraiment, on a énormément de soutien. C'est trop beau. C'est tout le temps des soutiens, que ça soit de dons, c'est-à-dire littéralement financiers, ou alors juste baissez pas les bras, on est avec vous, on vous connaît, nous aussi on fait des ramassages, regardez, bravo, mon enfant comme on fait des sensi en classe, du coup, des fois, ils disent mon enfant, maintenant, il le fait, il a pris conscience. Enfin, énormément de gens nous soutiennent et ça, c'est vraiment ce qui nous aide parce que, en fait, très facilement, on peut baisser les bras et dire, bon, ben, ça sert à rien, on fait un endroit, 2 mois plus tard, c'est encore sale. Alors vous l'avez dit, on l'a dit plusieurs fois, vous agissez à Marseille, les calanques sont un joyau naturel, quasiment au cœur de la seconde ville de France. C'est même un parc naturel national. C'est un lieu de protection de la nature, pourtant il y a tous ces déchets, donc on voit qu'il y a du boulot et vous contribuez à en faire beaucoup. Mais finalement, la question la plus simple que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-il si important de dépolluer les calanques? Quelles conséquences ont ces déchets en dehors de l'aspect visible? Donc, déjà, niveau humain, il y a une petite conséquence, c'est-à-dire tous les enfants qui se trimballent et jouent dans du verre, dans des déchets. Mais sinon, sur la biodiversité, donc il y a la pollution de l'air, la pollution de l'eau, donc tous ces déchets, tous ces batteries, le lithium, etc., qui se déversent, les polluants, les mégots de cigarettes, tout ça, c'est des produits toxiques qui se déversent. Donc là, ça en fait une eau très contaminée, très acide, tout ça, tout ça. Et sinon, en fait, ça se désintègre et ça finit en microplastiques, en micro-déchets qui vont finir dans toute la faune et la flore des calanques ou la Méditerranée. Les animaux là en mangent tout le temps, les plantes en sont imprégnées, les rochers aussi. Et du coup, ceux qui mangent du poisson, ils mangent du plastique. Ceux qui se baignent dans l'eau, c'est une mer polluée, etc. Donc vraiment, ça a un impact macro, micro, c'est partout. C'est partout, dans l'air, dans l'eau, dans la bouffe, dans les oiseaux. Et c'est assez important justement d'agir sur ce premier lieu des pollutions parce que c'est spectaculaire niveau image, mais on explique bien qu'il y a aussi tout ce monde de l'invisible qui est très important. C'est-à-dire que là, c'est bien beau, sauf que nous, on peut pas sensibiliser avec l'invisible. On peut pas aller voir quelqu'un et dire, regarde, dans ce verre d'eau, il y a du plastique et il voit rien. Donc, on fait ces photochocs, on fait ces gros ramassages, mais derrière, on en profite pour dire, attention, c'est que le début, c'est que le bout de l'iceberg. Sur un plan personnel, vous vous considérez comme un écologiste? Non. Non, non, du tout. Parce que deux choses l'une, on aimerait que ça soit banal, ce genre d'action et ce genre de préoccupation et d'empathie qu'on a envers la nature. Donc c'est dommage qu'on le réserve qu'à des écolos. Et d'un autre côté, on n'a pas envie, en fait, on n'a pas envie d'être considéré comme écolo parce que des fois, c'est vrai, hein, pour les gens, la plupart des gens, c'est limite un gros mot d'être écolo. Ils sont en mode, oh mon Dieu, ils doivent s'ennuyer, c'est fatigant, c'est chiant et tout. Donc on aimerait le rendre un peu plus séduisant, le mot écolo. Si plus tard, euh, en soi, oui, ce qu'on fait, c'est écologique. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas toucher que les écolos. Donc, on s'adresse à tout le monde. Et c'est là où c'est très important. C'est réussir à toucher des gens autres que les écolos. Parce que ça sert à rien de toucher les écolos, ils savent déjà. Donc,
tout l'aspect de ce mot écolo, il est intéressant, c'est séduisant certes, mais on a envie que tout le monde devienne un peu écolo, que ça soit la norme. Que ça soit la norme qu'un citoyen, il consomme moins, que quand il voit un petit déchet, il le ramasse, il s'indigne quand il faut, etc. Donc on essaie de rendre ce mot écolo séduisant, on essaie de le rendre à la portée de tous, et on essaie surtout de se rendre compte que les gens, c'est ça, c'est que si tout le monde fait le petit geste, il y aura beaucoup moins à faire. C'est pas obligé de changer toute sa vie. L'écologie, c'est pas changer son mode de vie radicalement. C'est tu fais un petit geste et voilà. T'as pas le temps de faire mieux, plus, c'est pas grave, t'as déjà fait, c'est très bien. Alors, vous parlez des actions de sensibilisation. Il y a deux leviers, vous l'avez un peu abordé au début de cette interview. Il y a les enfants, on va en parler un peu plus tard. Mais je voulais faire un focus, revenir sur le rôle qu'ont pu jouer les réseaux sociaux en termes de mobilisation autour de votre action. Vous m'avez dit au début que ça a commencé à quelques personnes sur un compte Facebook. Maintenant, vous êtes plus de 30 000 sur les réseaux sociaux. Et je crois que YouTube a joué un rôle important. Expliquez-moi ce que vous avez fait avec YouTube. Alors, ouais, tout ce qui est réseaux sociaux et aussi YouTube, c'est très important parce que en 2 secondes, on peut faire passer un message qui touche énormément de monde si on le fait bien. Et en fait, très vite, comme je disais, le but, c'était de toucher les gens lambda. Et on a fait une première remix d'un rap PNL il y a 5 ans maintenant, c'est la première année, qui avait très bien marché. Donc les médias se sont emparés de l'affaire, les journaux, la presse, les radios, etc. Donc les gens, voilà, ils ont entendu, un remix écolo a été fait, c'est sympa, mais derrière, on est des pollutions. Donc on a commencé à avoir des gens qui sont venus, qui ont dit, on vous a vu votre rap, c'était trop cool. On a refait un autre remix de rap récemment qui a beaucoup mieux marché. On a fait un remix de bande organisée, on l'a fait au Stade Vélodrome, on l'a tourné avec Ben Gous, qui est une célébrité à Marseille. On est allé voir Sosomanes et Naps pour leur demander la permission. Enfin, on a fait les choses bien. Et le JC Perry, qui est un vrai réalisateur, enfin vraiment, on a tourné ça pour pas que ça soit ridicule. Et ça a très bien marché. Ça a très bien pris. Même SCH l'a vu, parce qu'on l'a vu il y a pas longtemps, SCH. Et on lui a demandé justement si ça l'a plu, etc. Donc, c'est une petite anecdote marrante. Et tout ça, en fait, ça joue un rôle important parce que ça se partage. Et si on peut utiliser cette puissance des réseaux sociaux pour partager des bonnes choses, mais c'est magnifique. Pour revenir en dehors de YouTube, l'image où on a eu la journée où on a eu les 550 participants, le record là, eh ben, c'est grâce à une photo qu'on a mis la veille qui a tourné dans toute la France. Toute la France, tous les grands influenceurs l'ont partagé, Hugo Clément, etc. Et en 24 heures, on a eu 550 personnes. La puissance des réseaux sociaux. Qu'est-ce que montrait cette photo? C'est en fait, il y a eu la grève des éboueurs et les inondations à Marseille. Et en fait, on avait pris une photo d'une des plages les plus célèbres de Marseille, ça s'appelle la plage des surfeurs, à côté de l'Escale Borelli. Elle était remplie de conserves, de bouteilles en plastique et de canettes. Et c'était rempli. C'était, on aurait dit un montage. Et en fait, ça a tourné. J'ai dit, les grands médias, les influenceurs, tout ça ont partagé. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est ce pouvoir qu'ont ces influenceurs. Et en 24 heures, 550 personnes se sont pointées. C'était ouf. Il y avait du monde partout. On a ramassé en 1 heure et demie, 2 heures, 3,8 tonnes, je crois. Enfin, c'était hallucinant. Donc, le pouvoir des réseaux sociaux et des influenceurs, surtout. Ils ont un grand rôle à jouer. On a l'impression que, bon, là, c'était un cas particulier dans le sens où c'était une grève des éboueurs, une grève qui a duré longtemps, je crois. Et en effet, vous le dites, qui avait surtout permis, je pense, peut-être, qu'en pensez-vous, de prendre conscience du gigantisme de nos déchets, puisque finalement, ils apparaissaient dans les rues pour les Marseillais, mais aussi sur tous les écrans de télévision, de réseaux sociaux. On produit énormément de déchets encore. Alors, oui et non. En fait, les gens lambda, c'est normal parce qu'il faut se dire qu'un citoyen lambda n'a pas que ça à faire de penser tout le temps à l'écologie et tout. Les gens se sont pas spécialement dit, oh mon Dieu, on produit trop. Mais c'était notre rôle à nous, de toutes les associations écolo, de le dire, de dire, regardez, indignez-vous qu'il y ait la grève des éboueurs, mais aussi indignez-vous quand même pas quelques heures, ces poubelles soient pleines, que vos sacs soient pleins de produits, etc., etc. Donc nous, c'était notre rôle à jouer, de tirer la sonnette d'alarme, de dire, ok, il y a eu la grève. Ok, il y a eu des déchets. Mais venez, on essaie de prendre le problème à la racine, c'est-à-dire notre consommation. Et c'est là où il faut choisir ses mots. Parce qu'on peut pas aller voir un citoyen qui déjà travaille, qui a pas le temps, qui fait ci, qui fait ça, et aller l'engueuler, lui dire t'as pas honte, faut penser à ta consommation. Il va dire frérot, j'ai pas le temps. Donc c'est là où il faut qu'on choisisse nos mots, il faut qu'on le fasse avec légèreté, il faut qu'on leur explique, qu'on leur ramène et dire je sais, c'est compliqué. On n'a pas le temps, c'est le gouvernement qui est censé faire ça, mais ils le font mal, les lobbies s'en profitent, etc. Mais regardez ce qu'en une journée, on produit. Regardez ce qu'en une journée, tous les déchets qu'on fait. Donc, c'est bien beau de voir tout ce que ça déborde, mais sinon, ça va juste finir en déchetterie.
Donc, on a essayé d'inclure ça. Et d'ailleurs, je me suis énervé auprès de la mairie plusieurs fois parce que justement, j'ai dit, mais venez, on profite de cet événement qui était extraordinaire et qui était hors du commun pour aussi prendre le problème à la racine, pas dire il faut ramasser, mais dire aussi il faut moins consommer, il faut que les lobbies ils arrêtent, etc. C'était l'occasion parfaite et je trouve que ça n'a pas été trop fait de la part des gens responsables. Ça a été encore les assos, ça a été les écolos, les citoyens qui déjà avaient bon dos parce qu'ils sont venus ramasser. Au bout d'un moment, les citoyens, je peux comprendre qu'ils disent les gars, on en a marre parce que c'est normalement c'est le but d'un gouvernement de faire ça. Les citoyens sont trop gentils, c'est adorable ce qu'ils font, mais nous, on dit à chaque fois merci, mais désolé que ça soit à vous de le faire. Quand on voit des enfants qui viennent, il y en a plein des enfants, des bébés, des ados, des familles, c'est trop beau. Mais quand on prend du recul, on se dit mais pourquoi on en vient là? On en vient parce qu'il y a des bébés, des enfants de 2 ans, ils arrivent trop contents. Regardez, on a trouvé ça, c'est beau à voir. Mais ça devrait pas être comme ça. Donc, avec du recul, on se dit, venez, on prend le problème à la racine. Et c'est vraiment là-dessus qu'on est. On fait des épaules et on sensibilise. Et on sensibilise. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera. Alors, votre association organise des actions dans les écoles, on le disait un peu. Mm. On dit que la prochaine génération, ou peut-être même des enfants actuels, que c'est la génération du climat, beaucoup plus Mm. sensible au sujet de l'environnement. Vous qui les Mm. rencontrez dans vos ramassages et même dans les écoles, est-ce que vous percevez Mm. cela ou je suis trop optimiste? Oui et non. Oui, clairement. C'est ceux qui sont le plus au courant parce que c'est ceux qui, dès la maternelle, ont dans leur programme scolaire de la dépollution, de l'écologie et tout. Donc, ils savent des choses dès la maternelle que nous, on ne savait pas du tout et les générations d'avant encore moins. Dès la maternelle, ils savent la tortue, la paille dans le nez, le sac plastique, etc. Donc ça, c'est un bon indice. Après, voilà, c'est toujours pareil. On est désolé à chaque fois pour eux qui voient ça toute la journée parce que c'est une génération qui a grandi dans les déchets. Je pose toujours deux questions au début des sensi. Je dis, qui a déjà vu un adulte jeté par terre? Ils lèvent tous la main, 100% de la classe. Et qui a déjà vu des déchets en nature? Pareil, 100% lèvent la main. Donc à chaque fois, je m'excuse, je dis voilà, on a fait n'importe quoi, on vous a donné un monde pourri, mais on va essayer de le construire ensemble, un monde meilleur. Et en fait, avec les enfants, pour ma part, je trouve, le discours passe beaucoup mieux. De un, parce qu'on utilise les bonnes façons, parce qu'on fait pas mal de vidéos avec des youtubeurs, des influenceurs, des rappeurs, donc ils nous connaissent de leurs médias. Ils disent, ah, on vous a vu sur YouTube, on vous a vu avec notre héros, etc. Donc là, déjà, il y a un lien qui se crée. Et de deux, parce qu'un adulte a déjà ses habitudes, il a déjà son planning, il n'a pas le temps, il est dans son truc. Donc les enfants, ils sont modulables encore. Et ils sont trop gentils, enfin, ils attendent que ça, ils ont une énergie de fou. Et franchement, pour ma part, c'est parce que c'est moi qui fais les sensi dans l'assaut, c'est vraiment ça qui me permet de garder l'optimisme, c'est quand je vois l'énergie et l'énergie qu'ont cette génération de maternelle à lycée. Hein, pour moi, c'est vraiment tous les mêmes. Et vous dites éduquer sans accabler. Complètement. Ça veut dire quoi en fait? Parce que déjà, vous vous excusez auprès des enfants, vous avez dit. Ouais. Mm. Il ne faut Tout pas le temps. accabler cette génération qui est déjà un peu victime, quelque part, des actions des adultes. C'est pas un peu, c'est complètement. Ils sont nés, depuis qu'ils sont nés, ils voient des gens jetés par terre. Enfin, ils sont pour rien. Donc après, s'ils reproduisent ce qu'on fait, c'est normal qu'après ils fassent les mauvais gestes. Donc éduquer sans accabler, c'est la clé parce que ça marche sur très peu de gens d'aller les engueuler. La part du temps, moi le premier, tu me dis un truc, je me braque. Moi j'étais un enfant très comment dire hyperactif, bordélique et tout, et je faisais l'inverse de ce qu'on me disait. Donc si on était venu me voir en me disant faut pas jeter ta pente et tout, mais je ferais l'inverse. Donc le but, c'est de rendre ça un peu sympa et ludique et léger, c'est compliqué, mais surtout de le faire sans les culpabiliser, ça sert à rien. Ça marchera que sur très peu de gens, la culpabilisation. Donc il faut trouver l'équilibre entre sensibilisation, punition, etc. Enfin, les amendes, ça marche pas, que la sensi, ça marche pas, etc. Donc c'est un juste milieu à trouver qui est compliqué. Et là, j'en reviens à la phrase que je dis souvent, c'est que en vrai, l'écologie, c'est compliqué. C'est un fait, c'est compliqué d'éduquer, c'est compliqué de se sortir, c'est pas facile, c'est pas facile. Faisons l'exercice à hauteur d'enfant, vous leur dites quoi concrètement? Je leur montre le constat, la réalité, quitte à ce que ça les choque. Il y en a qui ont déjà pleuré, des enfants qui ont déjà pleuré. Donc d'abord, je leur montre le constat. Je leur montre de façon planétaire ce qui se passe. Après, je réduis. J'en reviens à un peu plus la France. Et après à Marseille. Et je dis, bon, on ne pourra pas sauver la planète, mais venez, on se focus sur Marseille. Nous, on est sur Marseille, on aime notre ville et tout.
Donc, après leur avoir montré les photos de ce qui se passe dans la Méditerranée, les montagnes de déchets dans d'autres pays, hop, on se focus en France, hop, on se focus sur Marseille. Et je dis maintenant, vous avez la possibilité avec nous de l'aider. Dans votre quartier, dans votre plage, dans vos rues, etc. Et une fois que c'est fini et qu'on leur a donné une lueur d'espoir parce qu'on leur a montré ce qu'on fait, on leur montre aussi les vidéos un peu marrantes avec les youtubeurs. Et à la fin, je leur fais faire des ateliers. Et en fait, ces ateliers, ils doivent s'exprimer, que ce soit en théâtre, en rap, en chanson, en dessin ou quoi, sur leur façon à eux de sauver la planète. Et du coup, là, c'est incroyable parce que ils sont remplis d'imagination. J'ai une montagne de milliers de dessins, de rap, de chansons trop drôles, de la maternelle au lycée. Et c'est eux, justement, qui, on va dire, mettre la main à la pâte. Donc, ça leur fait réfléchir. Ils trouvent des idées de robots, d'aspirateurs, de super-héros, de rap. Enfin, c'est magnifique à voir. En fait, c'est leur donner la possibilité, eux aussi, de réfléchir à comment avoir son geste. Pas que ça soit que les écolos qui le fassent, et pas que ce soit que les assos, mais que tout le monde soit ambassadeur, quoi. Et quand vous y repensez, que vous repensez à il y a quelques années l'idée d'avoir réuni des amis, puis vous en êtes arrivé à avoir bâti quelque part ce réseau solidaire et engagé, ça vous rend optimiste, plus optimiste que vous n'avez pu l'être au moment de décider de vous retrousser les manches? Oui, complètement. Parce que quand j'ai commencé juste à faire les ramassages avec mes potes, je n'avais pas idée qu'il fallait faire 10 ramassages au même endroit pour que ce soit propre. Donc, s'il n'y avait pas derrière cette communauté, cette sensibilisation, cette prise de conscience autre que les ramassages, ça aurait été trop compliqué. Si on n'était que sur du ramassage, au bout d'un moment, ben quoi, oui, on est des éboueurs de luxe. Voilà, on est des éboueurs de la nature, on est des éboueurs écolos. Donc, c'est très important d'avoir cette communauté, comme j'ai dit, ce soutien sans faille, et surtout, ben, du coup, les sensibilisations qui permettent de voir, se dire bon, allez, on a fait du bon taf auprès des gosses, ils vont pas faire les mêmes erreurs que nous et que les anciens et tout. Donc c'est très important. Et du coup, vous dites chaque action a son impact, il faut pas baisser les bras. C'est un peu le message qu'on entend en toile de fond de ce que vous expliquez. J'ai l'impression des fois de le répéter pour moi aussi, parce que c'est fatigant, on a envie de baisser les bras. On se dit bon, ben à quoi bon? Parce qu'en plus, des fois, il y a des gens qui, pour pas aider, ils disent bah écoute, on est foutu, écoute, regarde la réalité en face, il y a pas que ça, il y a ça, ça, ça. Enfin, on est foutu, on est foutu. Et sauf que non, parce que on est 7 milliards. Si 7 milliards de personnes ne mettaient que 1% de leur temps pour une cause, n'importe laquelle, mais c'est fini, on pourrait tout casser. Donc, rien qu'à voir ces quelques milliers de personnes, ce qu'on arrive à faire, mais on se dit, mais c'est que le début. Et là, on voit que justement, de plus en plus de gens s'intéressent à l'écologie, de plus en plus de gens intéressants qui ont de l'influence s'intéressent à nous. Et nous, justement, on va utiliser encore cette influence pour toucher encore plus de monde, que ce soit des milliers, des millions, parce que c'est comme ça, c'est si on s'y met tous un peu, et vraiment, j'insiste sur le un peu, parce il y a des gens qui ont peur de se lancer, ils disent, oh, j'ai pas envie, j'ai mon cadre de vie, ma routine. Non, c'est un peu. Et c'est un peu tout le monde. Et du coup, c'est parfait quand là, on a reçu encore des appels il y a peu, d'influenceurs ou de grands noms qui veulent faire des choses avec nous. Mais oui, parfait, viens, on va utiliser ton influence pour encore toucher du monde. Et on leur explique que c'est comme ça, on essaie de faire grossir ce cercle. Et il y a que comme ça, en fait, il y a que comme ça qu'on va y arriver. C'est ça le truc. C'est que autrement, c'est foutu. Foutu, foutu, foutu. On parle de plus en plus de la notion de éco-anxiété. Est-ce que vous sentez, au-delà de la prise en compte évidemment de la question de l'environnement, de l'écologie qui progresse et des actions sont mises en œuvre et les vôtres en sont un super exemple, à l'inverse, est-ce que vous sentez monter une anxiété qui justement peut pousser à l'action certaines personnes qui se sentaient moins concernées précédemment? Ouais, sur les réseaux sociaux, on le voit. Derrière n'importe quel article, on va dire, d'un influenceur qui commence à mettre n'importe quoi, des voyages pour 2 jours en avion à l'autre bout du monde et tout, on voit les bons commentaires. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous y pensez? En fait, il y a tellement la nature qui nous met des gifles avec tout ce qui se passe, que ce soit et encore le dérèglement climatique, si c'était que ça. Mais avec le dérèglement climatique, on se tape tellement de trucs horribles que les gens, ils commencent à se réveiller, ils disent non mais quelque chose qui va pas et tout. Et du coup, il faut qu'on surfe sur cette vague de gens qui s'inquiètent pour dire hop hop, vous inquiétez, on a des solutions. Et en vrai, je suis obligé de le dire, hein, les solutions les plus simples contre le dérèglement climatique, en tout cas, c'est juste réduire sa consommation et surtout sa consommation de viande. C'est ce qu'il y a de plus simple. Pourquoi je dis plus simple? Parce qu'il y en a qui peuvent pas, qui n'ont pas le temps de réduire, par exemple, sa consommation de plastique, sa voiture, parce qu'ils bossent. C'est quelque chose qui est à la portée de tous et qui pourra avoir un impact planétaire sur le dérèglement climatique.
c'est réduire sa consommation de viande et de produits animaliers. Je dis pas arrêter, c'est réduire. On en mange trop, que ça soit d'un point de vue santé, environnement et tout, c'est un carnage. Donc tous ces gens éco-anxieux, tous ces gens qui du coup sont perdus, qui commencent à s'affoler parce qu'ils sentent quand même, ça commence à sentir un arrière-goût comment on pourrait dire ça poliment. Il y a un petit arrière-goût de problème, quoi. Voilà, on sent qu'il y a un truc, quoi. Eh ben, on essaie justement de profiter de cette vague pour surfer dessus et dire hop, hop, on sait ce que c'est l'éco-anxiété, venez, on a des solutions simples et précises sur ce qu'il faut faire. Et je me dis, une fois que les générations vraiment d'anciens qui sont encore, qui pensent que tout ça c'est du faux, du complotisme, une fois que ce sera passé, peut-être que ça ira mieux, quoi. Peut-être que les gens réveillés pourront ouvrir la bouche. Alors juste sur le plastique, avant de vous appeler, je lisais que en effet la Méditerranée était la mer la plus polluée au monde, Ouais. tout simplement. Ouais. C'est la mer la plus polluée du monde. Ouais. Il y en a 500 000 tonnes par an qui sont jetées. On a fait le calcul, c'est comme si on jetait une centaine de stades vélodromes dans l'eau chaque année, en tonnes. Image parlante et pas qu'à Marseille. La jeunesse, on en a parlé, les entreprises, je voulais aborder avec vous ce sujet parce que vous montez des passerelles aussi avec le monde économique pour pousser à la mobilisation toujours autour de la thématique et même de la concrétisation d'opérations de ramassage. Les entreprises jouent le jeu ou il n'y a que quelques entreprises avant-gardistes ou particulièrement engagées? Il y a beaucoup d'entreprises qui nous contactent et à plusieurs niveaux. Il y a ceux qui veulent faire juste leur journée, on va dire leur journée cohésion, c'est-à-dire ils nous appellent, on veut faire un ramassage entreprise, basta, donc ils viennent, on ramasse ensemble, etc. Il y a ceux qui veulent aller plus loin, on fait un ramassage, mais on veut mettre en place vraiment au sein de l'entreprise avec un programme RSE sur une diminution de la pollution, une diminution de la consommation de plastique, les gourdes, les produits sanitaires faits maison, etc., etc. Et il y a aussi les gens qui nous demandent des conseils. Donc, on fait du consulting pour ces entreprises ou des événements ou des festivals. Et là où ils disent, bah voilà, on aimerait plus de bouteilles en plastique, on aimerait plus de ça, plus de ça, plus de ça. Est-ce que vous connaissez des assos qui s'occupent de ça? Et du coup, nous, on leur explique, bah ça, c'est plus possible. Enfin, on a dû expliquer il y a pas longtemps à un festival que distribuer, surtout c'est un festival sportif, que distribuer des paquets de Haribo individuels dans chaque paquet, dans chaque sac qu'on donnait à des coureurs, bah ça se faisait pas. Déjà, de un, sport et Haribo, ça, c'est pas très bien. De deux, c'est du plastique. Enfin, et en fait, ils étaient à l'écoute. C'est toujours ça, c'est la façon de le dire. Si tu vas pas en gueulant, mais tu dis bon, ok, vous avez fait ça, mais venez, on vous aide parce que c'est pas possible. Et de plus en plus de gens sont à l'écoute. Et je pense que c'est toujours une façon de faire. Faut savoir leur parler. Si tu leur craches dessus, tu dis vous avez pas honte, c'est dégueulasse, et les dénoncer comme ça. Non, on préfère les accompagner. Tiens, vas-y, c'est pas grave, c'est pas ta spécialité. Viens, on le fait ensemble. Et après, par contre, si tu fais la forte tête, ben, casse-toi, fais ton truc. Il y en a, ils s'en foutent. Mais la part du temps, voilà, il y a plusieurs niveaux d'intérêt des entreprises. Donc je dis, il y a vraiment le truc simple sur une journée, ramassage, et après ils font leur vie. Après eux, ceux qui veulent continuer, faire le RSE vraiment au sein de l'entreprise et tout, et ceux qui veulent du conseil sur le long terme aussi. Eric, c'est le moment de la question bonus. Nous sommes dans le podcast Ces voix qu'il faut entendre. Et justement, quelles sont les ou la voix qui vous ont inspiré dans vos actions, s'il y en a une, bien sûr? Ben alors, y a pas eu une personne qui m'a inspiré pour commencer l'assaut, mais par contre, il y a une personne qui m'a beaucoup inspiré pour tout ce qui est la continuité de l'assaut et pour garder un peu l'optimisme. C'est Aurélien Barraud. Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien et qui est aussi maintenant, on va dire un peu à la tête d'un mouvement écolo pour faire prendre conscience des gens. Et en fait, j'adore sa façon de parler parce que il est tellement intelligent qu'il arrive à dire avec des mots savants et des mots, des phrases bien tournées, il arrive à dire ce que j'ai en tête. Et du coup, c'est très très perturbant, mais aussi très satisfaisant d'avoir justement quelqu'un qui arrive à aussi bien parler et s'exprimer sur la cause et qui dit des choses vraies, qui s'accorde vraiment sur le fond du problème, etc. Donc Aurélien Barraud, moi j'adore ce qu'il dit. À chaque fois qu'il y a un reportage sur lui ou une interview sur lui, je le regarde. Et à chaque fois, je me dis, mais oui, c'est exactement ça. Il dit ce qu'on pense, mais avec des jolis mots. Et son message principal, tu le résumerais comment? C'est en gros que on ne peut pas continuer sans décroissance. En gros, c'est ce qu'il explique. C'est vraiment, faut prendre le problème à racine. On consomme trop. Là, ça sert à rien. La décroissance. En fait, je peux pas faire de l'écologie sans faire de décroissance. C'est ce qu'il explique. C'est bien beau. En gros, il a une métaphore qui est assez stylée qu'il a sortie. Il a dit, c'est bien beau de faire des trucs électriques et tout, mais par exemple, si on prend un bulldozer qui fonctionne à l'énergie solaire,
on va raser une forêt, donc c'est bien beau, on n'aura pas émis de CO2 pour la raser, mais le résultat, c'est qu'elle sera rasée. En fait, c'est ça qui est important, c'est ce qu'il dit. On ne peut pas continuer avec cette surconsommation et cette surcroissance, toujours le but de la croissance. Ça, c'est pas viable avec l'écologie et la terre, tout simplement. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que les gens ne comprennent toujours pas que c'est pour eux aussi qu'on dit ça, c'est sinon on va crever, sinon la planète elle va crever, il y aura plus d'espèces humaines dans 100 ans, mais il y en aura peut-être une autre qui va prendre le relais. Mais c'est juste, en fait, il faut que les gens se comprennent que c'est pas pour les faire chier qu'on dit ça. La planète, elle va s'en sortir, elle a vécu des trucs horribles, des ères glaciaires, des météorites, des extinctions de masse. C'est l'être humain qui va pas survivre à ça. Et il y en a qui sont à fond là-dedans. Non, la croissance, non, les sous, non, le capitalisme. Et voilà, faut les réveiller. Et je trouve qu'Aurélien Barraud le fait de façon très scientifique et très belle. Et après, voilà, il faut, voilà. C'est sur ces mots et cette inspiration que tu as ressenti que l'émission se termine. Je note que je te tutoie à la fin de l'émission, donc j'en déduis que le contact est bien passé. J'espère que c'est réciproque. Bien sûr. Merci. Je rappelle que tu es le président, le fondateur de l'association Clean My Calanque et que votre site internet est facile à trouver puisque c'est cleanmycalanque.fr et sur les réseaux sociaux on vous trouve de la même manière, on tape Clean My Calanque et on tombe sur ces réseaux sociaux et notamment je vous recommande d'aller voir les clips sur YouTube, les remixes. Ouais, c'est Clean My Calanque ils tapent Clean My Calanque sur YouTube, ils trouveront, il y a remix de PNL et remix de bande organisée et on a fait pas mal de vidéos aussi avec d'autres youtubeurs, donc ça c'est pour plutôt les jeunes, comme ça ils voient un peu de façon ludique ce qu'on fait. C'est parfait. Eric, merci beaucoup. Merci à vous. Calamité, par terre le mégot, le cendrier et le raté. Tu m'as reconnu, écolo, c'est moi le pro. Prends conscience, ma chérie c'est de prendre conscience. Pour pas tout l'été, ma plage tout gradée remplie d'essence. Tu veux jeter par terre, je suis exaspéré. On trouve des caddies, les calanques remplies de couches de bébé. T'as pas de principe, et ramasse ta merde. C'est Marseille bébé, marre des déchets. Wesh alors ramasse, trop dur ou quoi? Mégo tu chopes, mais ça ne tient qu'à toi. Scandalisé, par ces déchets, mais le but c'est sûr, c'est moins consommer. J'ai passé le sac à Chiquita, 2 secondes après elle a déjà trié. C'est jamais trop tard, les déchets faut les récolter. Ça met la haine, vous voir dégrader. Si je te vois faire ça, on va t'éduquer. Baisse-toi, fais du sport, fais pas le feignant, fais pas le mort. Ramasse tout sur la canne-bière, fais pas le port sur le vieux port. Oui t'as tort, quand y a plus de place c'est que ça déborde. Ramasse tout sur la canne-bière, fais pas le port sur le vieux port. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.